C'est drôle comme les souvenirs d'enfance semblent briller un peu plus fort quand on regarde en arrière depuis un lieu de douleur. Quand je pense à la maison où j'ai grandi, cette grande maison coloniale blanche, dans une rue calme, juste à l'extérieur de Boston, je me souviens de courir pieds nus sur des parquets polis, de l'odeur douce, du gâteau au citron, de ma mère flottant dans l'air, et des rires résonnants et de tous les coins. Il y avait toujours beaucoup de bruit dans notre maison, beaucoup de mouvements. Mon frère Jacob avait 2 ans de plus que moi, toujours plus grand, plus rapide, plus sûr de lui. Mais malgré nos différences, je pensais que nous étions une équipe. Je le pensais vraiment. Même lorsque nous nous chamaillions pour des choses stupides, comme à qui était le tour de nourrir Max, notre vieux Golden Retriever, ou qui obtiendrait la dernière part de pizza, j'avais l'impression qu'il y avait un fil qui nous reliait, un lien d'enfance partagé, incassable et solide. Je me souviens d'après-midi passés, étalés sur le tapis du salon avec Jacob construisant des châteaux, avec des blocs de bois ou faisant courir des petites voitures dans des cercles vertigineux. Nos parents travaillaient de longues heures dans leur cabinet d'avocat au centre-ville. Mais nous avions l'un l'autre. J'étais celle qui était tranquille, la rêveuse, avec des livres empilés jusqu'au plafond, tandis que Jacob était la star, le football, le gouvernement étudiant, toujours entouré d'amis. Parfois, je me demandais s'il me remarquait même quand il brillait. Mais la nuit, quand nous étions juste tous les deux, nous descendions en douce dans la cuisine pour des collations de minuit et échangions des secrets. Je n'aurais jamais imaginé qu'il arriverait un moment où il voudrait que je disparaisse de sa vie. La vérité est qu'en vieillissant, les choses ont commencé à changer. Je suis partie à l'université en Californie à la recherche du soleil de la liberté et d'une idée de qui je voulais devenir. Jacob est resté près de chez lui, est allé à Harvard, puis a commencé à gravir les échelons dans un cabinet d'avocats chic à New York. Nos chemins se sont séparés, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait un fil qui nous ramènerait l'un vers l'autre. C'est pourquoi, lorsqu'une fraîche matinée d'octobre, ma mère m'a appelée et m'a dit que Jacob se mariait à New York, mon cœur s'est emballé. Je nous ai imaginés debout, ensemble, dans une grande cathédrale ancienne, tous sur notre 31 et riant d'un souvenir d'enfance dont seuls nous deux nous souvenions. Je ne connaissais même pas le nom de la femme qui l'épousait. Ça n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'est qu'il était mon frère et que je serais là pour lui. Les préparatifs du mariage semblaient dominer toutes les conversations de la famille. Les invitations volaient à travers l'Amérique et même l'Europe. Des cousins éloignés dont je me souvenais à peine. Des amis de famille de l'époque de l'université de mes parents. J'ai attendu mon invitation. L'épaisse enveloppe crème avec une élégante écriture dorée. Les jours se sont transformés en semaines et rien n'est arrivé. Au début, j'ai haussé les épaules. Peut-être qu'elle s'était perdue dans le courrier. Je me suis dit que Jacob voulait peut-être me faire une surprise spéciale. J'ai continué à vérifier la boîte aux lettres, me sentant stupide mais pleine d'espoir. Mais l'espoir s'est estompé, remplacé par un sentiment croissant d'embarras. Au travail, mes amis m'ont demandé si j'étais excitée pour le mariage. J'ai marmonné quelque chose sur le fait d'être occupée, de ne pas connaître les détails. La vérité est que je ne savais rien du tout. Personne de ma famille n'a appelé pour me demander si je venais pas, même mes parents. J'ai essayé de l'ignorer, me concentrant sur l'entreprise que j'avais bâtie à partir de 0 Blue Sky Charters, ma flotte de jets privés qui m'emmenait de Los Angeles à Londres et vice-versa. Mais dans les moments
calme, je me surprenais à fixer de vieilles photos, me demandant ce que j'avais fait pour mériter d'être exclue. Finalement, je n'ai plus supporté le silence. Un vendredi soir, la pluie battant doucement contre les fenêtres de mon appartement, j'ai composé le numéro de Jacob. Mon cœur battait dans ma poitrine, un tambour lourd et anxieux. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. « Salut, c'est moi !» J'ai commencé en essayant d'avoir l'air légère, comme si je ne connaissais pas déjà la réponse. J'ai entendu dire que le grand jour approche. C'est quand le mariage. Il y a eu une pause assez longue pour que je puisse compter les secondes. Puis la voix de Jacob plate et froide est venue à travers la ligne. Ça ne te regarde pas. Reste en dehors de ça, Olivia. Tu n'es qu'une sorte de videuse de poubelle sur ce projet passager. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Je ne pense pas avoir d'abord compris ce qu'il voulait dire. Juste cette pointe acérée dans sa voix, la façon dont il crachait mon nom. J'avais l'impression qu'il tendait la main à travers le téléphone et me poussait hors de sa vie. Mon esprit s'est emballé, rejouant les années d'anniversaire, partagées de dîners, de famille, les fois où je l'avais défendu quand maman était en colère à cause de mauvaises notes ou de fenêtres cassées. Et maintenant, je n'étais rien pour lui. Je crois, j'ai réussi, mais ma voix semblait petite comme celle d'un enfant. « Tu m'as bien entendu, a-t-il dit. Reste loin. » Il a raccroché avant que je puisse dire un mot de plus. J'ai regardé mon téléphone, la lueur de l'écran flou à travers mes larmes. Je ne pleure pas facilement, mais cette nuit, là, je l'ai fait. Ce n'était pas juste de manquer une fête, c'était d'être effacée de ma propre famille. De réaliser avec une clarté brutale que Jacob ne voulait pas de moi au jour le plus important de sa vie. Et n'y semblait-il personne d'autre. J'ai pensé à appeler mes parents, mais même dans ma douleur, je savais ce qu'ils diraient. Papa me dirait de ne pas le prendre personnellement. Maman insisterait sur le fait que c'était pour le mieux, que peut-être j'avais été trop distante pendant trop longtemps. Il était plus facile pour eux si j'étais juste la sœur de l'autre côté du pays, celle avec la tête dans les nuages, pilotant des jets de ville en ville. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon appartement silencieux, les lumières de Los Angeles scintillant à l'extérieur de ma fenêtre. Pour la première fois depuis des années, je me suis laissée me souvenir de la fille que j'avais été dans cette grande maison blanche à Boston. La fille qui croyait que sa famille aurait toujours une place pour elle, peu importe à quelle distance elle volait. Mais les choses changent. Les gens changent. Et parfois, ceux qui devraient vous aimer le plus sont les premiers à vous repousser. Je me suis couchée avec les mots de Jacob résonnant dans mon esprit. Juste une sorte de videuse de poubelle pour passagers. Ça m'a blessée, non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'il y croyait. Parce que mon frère ne pouvait pas voir la femme que j'étais devenue. La femme qui a construit un empire dans le ciel, qui a appris à voler par elle-même. Alors que je m'endormais, je me suis promis une chose. Je ne laisserai pas son rejet me définir. Si j'étais juste une videuse de poubelle pour passagers dans une histoire, alors je commencerais à raconter la mienne. Et c'est ainsi que cette nuit-là, j'ai commencé à réaliser que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est parfois une question de qui croit en vous et de qui vous devenez quand le monde vous tourne le dos. Je ne le savais pas encore, mais être exclu du mariage de Jacob allait tout changer pour nous deux. Après mon appel avec Jacob, je n'ai pas dormi. Pas vraiment. J'ai passé la majeure partie de cette nuit à fixer le plafond,
laissant les mots rejouer dans mon esprit. Juste une sorte de videuse de poubelle pour passagers. Il y a un certain type de douleur que seule la famille peut vous infliger. Une douleur si vive qu'elle coupe tout ce que vous pensiez vrai. J'ai continué à penser que c'était peut-être une erreur, une mauvaise journée ou un malentendu ridicule. Jacob et moi, nous étions toujours disputés, mais nous étions toujours une famille, n'est-ce pas? Sûrement que si j'expliquais ce qui s'était passé, mes parents comprendraient. Peut-être qu'ils lui parleraient, même arrangeraient les choses. Nous ramèneraient tous à la table comme autrefois. Alors le lendemain matin, avec des cernes sous les yeux et une boule dans l'estomac, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la maison de mes parents à Boston. La sonnerie familière a fait battre mon cœur. Un afflux d'espoir et de peur se mêlait. Je m'attendais à ce que ma mère réponde, mais c'est mon père qui a décroché après la deuxième sonnerie. Sa voix était bourrue comme d'habitude. « Bonjour, salut papa. C'est moi Olivia », j'ai dit, en essayant de paraître normale, comme si rien n'allait mal, comme si je n'avais pas passé la nuit à pleurer. « Liv, nous parlions justement de toi. Comment ça va en Californie ?» Il y avait un cliquetis lointain en arrière-plan. Peut-être le bruit de la vaisselle ou de ma mère qui s'affairait dans la cuisine. J'ai avalé difficilement. « Je peux te parler une seconde, c'est à propos de Jacob. » J'ai essayé de garder ma voix ferme, mais je sentais déjà ma poitrine se serrer. Il devait l'avoir entendu aussi car il a soupiré comme il le faisait toujours quand il sentait le drame arriver. « Qu'est-ce qu'il y a avec ton frère ?» J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Comment Jacob m'avait exclu de son mariage. La façon dont il m'avait parlé, à quel point cela faisait mal. Je n'ai rien omis. J'ai même dit les mots exacts que Jacob avait utilisés, espérant peut-être que papa les entendrait et que réaliserait d'Ahaléa à quel point il se aimante cruellement. Mais quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis, papa a éclaté de rire, fort et désinvolte, le genre qui blesse plus que n'importe quelle insulte. Il a raison, Olivia. Tu as toujours été plus intéressée par le fait de ranger après les autres que par le fait de faire quelque chose pour toi-même. Les mots-ci m'ont frappé comme une gifle. Pendant un instant, je n'ai même pas pu parler. J'avais appelé à la recherche de réconfort, d'un peu de cette ancienne chaleur qui remplissait autrefois notre maison. Au lieu de cela, j'ai eu des rires. J'ai été rejetée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix de ma mère s'est jointe faible mais claire à travers le haut-parleur. Tu sais, Toulouse, le monde n'est pas fait pour les grands honneurs. Ne le prends pas trop personnellement, chérie. Jacob a beaucoup à gérer. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ta propre vie au lieu de t'inquiéter pour la sienne. Voilà, ma place dans la famille résumée en 2 phrases. Pour eux, j'étais toujours la fille tranquille, qui gardait ses distances, qui ne s'intégrait jamais vraiment. J'étais celle qui avait quitté Boston pour la Californie et n'était jamais vraiment revenue, sauf pour Noël, ou un mariage occasionnel restant toujours en marge des photos de famille. Ils ne savaient pas qui j'étais devenue. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais dans l'Ouest, comment j'arrivais à voyager entre Los Angeles et Londres chaque mois, ou pourquoi je travaillais si dur. À leurs yeux, j'étais toujours Olivia, la fille, la tête dans les nuages, un peu perdue, un peu décevante. Même adulte, avec ma propre entreprise, ma propre maison et une vie que j'avais construite à partir de rien, c'était comme si je n'avais pas vraiment grandi. Pas à leurs yeux. Pendant un bon moment, j'ai pensé à me défendre, à leur dire la vérité.
J'ai eu envie de crier « Je ne range pas après les autres ». Je possède une entreprise, j'emploie des gens, je déplace des millions de dollars chaque année. J'ai construit quelque chose de réel. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. À quoi bon ils avaient déjà décidé qui j'étais? Mon histoire ne rentrait pas dans les petites cases bien rangées qu'ils avaient dessinées autour de moi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais au lieu de douleur, c'était comme si un poids se levait enfin. Peut-être que j'en avais fini d'essayer de faire mes preuves auprès de personnes qui ne se souciaient pas de me connaître. Alors je l'ai dit calmement, plus calmement que je ne me sentais. Très bien, nous n'avons plus de relation maintenant. Bonne chance pour le mariage. Il y a eu un autre long silence. J'ai cru entendre ma mère haleter, mais je n'ai pas attendu qu'elle se remette. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine. Mes mains tremblaient, mais je me sentais étrangement libre. Pendant des années, j'avais essayé si fort de gagner leur approbation, d'être la fille qu'ils voulaient, la sœur qui se présentait et jouait son rôle. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une place à la table des enfants. Même à 30 ans, le soleil du matin traversait le sol pendant que j'étais assise seule dans mon appartement de Los Angeles. Cela aurait dû être triste, mais ça ne l'était pas. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression qu'un nouveau chapitre commençait. Peut-être que la famille n'était pas ce que je pensais. Peut-être, juste peut-être, était-il acceptable de s'éloigner des gens qui refusaient de vous voir. Les heures ont passé pendant que je pensais à toutes les façons dont je m'étais pliée pour rentrer dans le moule que ma famille attendait. J'ai pensé aux fois où j'avais traversé le pays pour des anniversaires, des fêtes, des réunions de famille, toujours prudente, toujours silencieuse, ne voulant jamais troubler le délicat équilibre. Je me suis souvenu des voyages en famille au Cap, de la façon dont Jacob et mes cousins dominaient les conversations pendant que je restais en arrière-plan proposant d'aider à mettre la table ou à débarrasser après le dîner. J'étais utile, fiable, invisible. Mais plus maintenant. Si ma famille voulait prétendre que j'étais juste une videuse de poubelle pour passagers, très bien, qu'ils le fassent. Ils ne savaient pas que ma vie était plus grande qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Ils ne savaient pas que la fille qui regardait les avions par la fenêtre de sa chambre avait grandi pour les posséder, les piloter, tracer sa route à travers les continents et les océans. Cet après-midi-là, je suis allée au hangar où étaient gardés mes jets. L'air à l'intérieur était frais, vibrant, de l'énergie silencieuse des machines attendant le vol. J'ai passé ma main sur l'aile polie de mon avion préféré, un élégant Gulfstream argenté, et j'ai ressenti une montée de fierté. C'était à moi, tout. Non pas parce que quelqu'un me l'avait donné, mais parce que je travaillais pour cela chaque jour, d'une manière que ma famille ne comprendrait jamais. Je suis restée là longtemps, écoutant les sons lointains de la ville, le rugissement étouffé des moteurs et les rires de l'équipage préparant un vol pour l'Europe. J'ai réalisé que je n'étais pas seule. J'avais construit ma propre famille. Une équipe qui me respectait, qui me voyait, qui ne se souciait pas des vieilles blessures ou des bagages familiaux. Ici, je n'étais pas seulement Olivia la déception. J'étais la patronne, la femme aux commandes, la femme qui disait oui ou non et qui tenait parole. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le Pacifique, je me suis servi un verre de vin et je me suis assise sur mon balcon, regardant le ciel infini. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Des messages de cousins, un message d'un ancien camarade de classe, rien de mes parents ou de Jacob,
Je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère. Je me sentais entière. S'ils ne me voulaient pas à leur table, je construirais la mienne. Et je la remplis de gens qui me voyaient, qui me valorisaient, qui comprenaient que parfois, les plus silencieux grandissent pour s'envoler plus haut que quiconque ne s'y attendait. Et c'est ainsi qu'avec un simple appel, j'ai laissé tomber la famille dans laquelle je suis née et j'ai commencé à revendiquer la vie et la famille que j'avais choisie pour moi. La vérité est que je n'ai jamais vraiment eu besoin de leur approbation. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à silencieusement courir après ce qui comptait pour moi, pas pour eux. Pendant des années, alors que ma famille à Boston me jugeait comme une simple videuse de poubelles pour passagers, j'ai construit quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Tout a commencé l'été de mes 26 ans, au bord d'un petit aéroport à Santa Monica, regardant un vieux Learjet cabossé décoller dans le ciel bleu de Californie. J'ai toujours aimé les avions. Enfant, je m'asseyais à ma fenêtre et regardais les traînées de condensation traverser les nuages, rêvant des destinations de ces vols. Paris, Rome, Londres, New York. J'étais fascinée par le monde au-delà de notre petit quartier, par l'idée de me déplacer dans l'air à libérée de tout ce qui me pesait au sol. Cette curiosité est devenue une obsession et dans la vingtaine, elle s'était transformée en carrière. Mon premier vrai salaire a été consacré à des leçons de vol, puis à des heures enregistrées dans des cockpits exigus et enfin, après une série d'investissements chanceux, à l'achat de mon premier jet, un Cessna fatigué d'occasion qui avait besoin de plus de réparations qu'il ne valait. Mais cet avion était mon ticket. J'ai lancé Blue Sky Charters avec rien de plus qu'un nom et un rêve. Je nettoyais l'avion moi-même, je m'occupais des réservations et je pilotais même certains des premiers vols quand je ne pouvais pas me permettre un équipage à temps plein. Chaque dollar que je gagnais retournait directement dans l'entreprise. Un nouveau système de navigation ici, une nouvelle couche de peinture là. Petit à petit, le bouche à oreille s'est propagé. J'ai commencé à transporter des entrepreneurs technologiques entre la Silicon Valley et Seattle, puis des artistes de Los Angeles à Miami. Ensuite, une fois que j'ai acheté mes deuxième et troisième jets, même des cadres de New York à Londres. Blue Sky Charters est devenu un nom que les gens murmuraient dans les aéroports privés et les hôtels de luxe. Nos vols n'étaient pas seulement une question de commodité. Il s'agissait de discrétion, de fiabilité et d'un certain glamour discret. Il y a eu des moments où je traversais le hangar, mes talons claquant sur le sol poli, et où je devais me rappeler que c'était réel. Ces 10 jets valant plus de 8 millions de dollars, chacun m'appartenait. Mon entreprise, mes règles. Mais je ne l'ai jamais dit à ma famille et pas une seule fois. Je suppose que je voulais garder quelque chose pour moi, une vie secrète, séparée de leurs jugements et de leurs petites attentes. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mon père ou des applaudissements de ma mère. Je ne voulais pas que Jacob me réclame soudainement comme la sœur qui avait réussi. Pendant des années, Blue Sky Charters a été mon monde caché et je l'ai protégé farouchement. Je suppose que la seule chose que je n'avais jamais anticipée, c'est qu'au milieu de toute cette solitude, je tomberais amoureuse. Mais c'est comme ça que la vie marche, n'est-ce pas? Quand vous lâchez enfin ce que tout le monde veut, quelque chose de bon s'infiltre, quand vous ne regardez pas. Il s'appelait Michael. Ce n'était pas une célébrité ou un client milliardaire, mais l'un des pilotes que j'avais embauché quand l'entreprise a commencé à croître. Il était stable et calme, avec des sourires faciles et de grandes mains rugueuses.
le genre qui vous dit qu'il sait comment réparer les choses. Je l'ai d'abord remarqué lors d'une vérification de maintenance de routine à Denver. J'ai aidé l'équipage à remplacer une pièce défectueuse sur un Falcon 900, mes cheveux attachés de la graisse sur mon jean. La plupart des gens sont surpris de voir la propriétaire avec le coude plongé dans la graisse moteur, mais pas Michael. Il m'a juste tendu la bonne clé et a commencé à parler de la façon dont les montagnes près de sa ville natale dans le Colorado lui avaient en fait tombé amoureux du vol. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais au fil des mois, une amitié s'est développée. Nous parlions de tous des avions, de la musique de nos familles, de nos espoirs pour l'avenir. Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à voix haute auparavant, sur le sentiment d'être invisible dans ma propre famille, sur le fait de construire quelque chose juste pour me prouver que j'en étais capable. Il écoutait sans jamais juger, toujours encourageant. Et puis, un soir tranquille au hangar, après une longue journée de paperasse et de journaux de bord, il m'a embrassée. C'était naturel, comme prendre une profonde inspiration après l'avoir retenue trop longtemps. Nous avons gardé les choses simples, pas de grandes déclarations ou de décisions hâtives. Michael a emménagé avec moi et la vie s'est installée dans un rythme. Vols vers l'Europe et retour repas partagés, longues promenades dans Griffith Park, rêvant ensemble de ce qui pourrait venir. Il ne s'intéressait pas à mon compte en banque, ni à mon empire d'affaires. Il s'intéressait à moi, juste Olivia, pas à la propriétaire de jet, pas à la déception familiale. 1 an plus tard, nous avons décidé de nous marier. Je ne voulais rien de tape à l'œil, rien qui ne ferait les gros titres ou n'attirerait l'attention. Nous avons choisi Aspen, Colorado, à la fin du printemps. L'air était vif, les montagnes encore saupoudrées de neige, et une poignée d'amis proches, la plupart pilotes ou membres d'équipage, nous ont rejoints pour une cérémonie tranquille dans un lodge en bois. Je portais une simple robe sans fioritures, et Michael était beau dans son costume. Nous avons écrit nos vœux, promettant honnêteté, patience, et de toujours nous maintenir mutuellement sur le bon chemin même lorsque nous étions à 1000 mètres au-dessus du monde. Mais la vie privée, comme j'avais appris, est difficile à maintenir lorsque l'on travaille avec des personnes qui parlent à des personnes qui parlent à la presse. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'est répandue. Peut-être était-ce un client d'hôtel fouineur ou un photographe qui a aperçu notre petite célébration. Peut-être était-ce juste l'étrangeté pure de l'histoire, une propriétaire de jet mystérieuse se mariant dans les Rocheuses, loin des projecteurs de Los Angeles ou de New York. En quelques jours, des photos de Michael et moi sont apparues en ligne. Quelqu'un a déterré des dossiers de Blue Sky Charters et soudain mon nom était partout à la télévision, dans des magazines brillants, dans toute l'Amérique et même dans les pages économiques de Londres et de Paris. Mariage secret de multimillionnaire à Aspen. Un titre disait « La reine des jets privés épouse un pilote », disait un autre. J'étais embarrassée au début. J'avais passé tant d'années à éviter les projecteurs, contente de voler sous le radar littéralement et figurativement. Maintenant, j'étais le centre de l'attention, l'objet de commérages et de spéculations folles. Les gens voulaient savoir comment j'avais fait. Comment d'ailleurs une femme tranquille de Boston avait bâti un empire dans le ciel. Le téléphone sonnait sans arrêt. Des journalistes, de vieux amis, même des célébrités, qui voulaient affréter mes jets maintenant qu'ils savaient
qui j'étais. Mais plus que quiconque, c'était ma famille qui est venue à l'appel. Soudain, des cousins qui ne m'avaient pas parlé depuis des années voulaient renouer. Mes parents ont laissé des messages maladroits et hésitants. Et Jacob, mon frère, qui ne m'avait pas invité à son mariage, appelait encore et encore, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés à chaque sonnerie. Dans ces moments, le monde s'intéressant soudainement à mon histoire, j'ai réalisé quelque chose de profond. L'approbation que j'avais poursuivie pendant des années n'avait jamais eu d'importance. Ce qui comptait, c'était la vie que j'avais construite. L'entreprise, les amis, le partenaire qui m'aimait pour qui j'étais. Pour la première fois, je me suis sentie vue, non pas parce que le monde regardait, mais parce que je m'étais enfin laissée voir. Et dans cette étrange nouvelle lumière, j'ai compris la véritable liberté que j'avais acquise. Pas seulement la liberté dans le ciel, mais la liberté de ne pas avoir besoin d'être quoi que ce soit, pour qui que ce soit d'autre que pour moi-même. Si vous m'aviez dit, il y a un que je me réveillerais avec 500 appels manqués en un week-end, j'aurais ri, et vous aurez traité de dramatique. Mais encore une fois, rien de ce qui s'était passé cette dernière année n'avait été normal, et l'univers a une façon de nous surprendre juste au moment où nous pensons tout avoir compris. Le matin après que mon mariage ait été diffusé à la télévision, je me suis retournée, m'attendant à trouver Michael toujours endormi à mes côtés. Au lieu de cela, mon téléphone s'allumait comme un sapin de Noël. Des notifications bourdonnaient si fort que même notre chien Max avait l'air agacé. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur. Peut-être une alarme que j'avais oublié de désactiver ou un chat de groupe devenu fou. Mais à mesure que les appels manqués se multipliaient et que les messages continuaient d'affluer, la réalité s'est imposée avec une clarté surréaliste. Ma famille, la même famille, qui avait ignoré mon existence pendant si longtemps, ne pouvait soudainement plus se passer de moi. Il y avait un message de ma mère, sa voix était tremblante dans l'enregistrement. « Olivia, nous n'avions aucune idée, ma chérie. Appelle-nous s'il te plaît. Nous voulons parler. » Puis un de papa essayant et échouant à avoir l'air décontracté. « Salut Liv, c'est ton vieux père. On dirait que tu as été occupé. Appelle-nous. » « D'accord. » Et Jacob, mon frère, qui m'avait autrefois appelé juste une sorte de videuse de poubelle pour passagers. Son premier message était court, presque formel. « Olivia, j'ai vu les nouvelles. Appelle-moi. » Par le troisième message, son ton avait complètement changé. « Oli, s'il te plaît, parlons. Je suis désolée. D'accord, je veux entendre ton histoire. » Tony, des cousins de Chicago, des tantes du New Jersey, des amis que je n'avais pas vus depuis le lycée, même des parents d'Europe dont je me souvenais à peine. Ils voulaient tous quelque chose. Pouvons-nous visiter ta maison à Los Angeles? Aurais-je une chance de voler sur l'un de tes jets? Tu es incroyable, Olivia. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? C'était comme si du jour au lendemain, les mêmes personnes qui m'avaient rejeté et sous-estimé décidaient que j'étais soudainement digne de leur attention. J'ai fixé le mur de notifications, un étrange mélange de colère et d'amusement grandissant en moi. Ce n'était pas que je ne les aimais pas d'une certaine manière profonde et ancienne. Les liens familiaux sont obstinément profonds, comme des racines sous la surface de votre vie. Mais à ce moment-là, tout ce dont je pouvais me souvenir, c'était le son de leur rire quand j'ai appelé pour obtenir du soutien. Le ton froid dans la voix de mon frère et la façon dont mes parents me voyaient toujours comme quelqu'un de petit et d'ordinaire. Soudain, tout cela semblait très lointain. Les messages continuaient d'arriver toute la journée et une partie de la suivante.
À un moment donné, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et j'ai regardé l'écran se remplir d'appels. 5, 10, 20 de suite. Chacun un rappel des années où j'avais attendu qu'ils me remarquent et qu'ils soient fiers de moi. Pas pour ce que je pouvais faire pour eux, mais pour qui j'étais. Maintenant que j'avais quelque chose qu'ils voulaient, une histoire, un jet, un billet pour un monde qu'ils n'auraient jamais imaginé. J'étais l'enfant d'or. Michael me regardait avec une douce préoccupation, me laissant décider comment gérer tout cela. Il ne m'a jamais dit quoi faire ni offert de conseils, sauf si je le demandais. Au lieu de cela, il a préparé du café et fait des pancakes, fredonnant une vieille chanson des Beatles, pendant que je restais là, les bras croisés, le cœur battant la chamade. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de pouvoir simplement exister. Pas d'explication, pas de performance. La vérité est que je ne voulais appeler personne en retour. Je savais que si je répondais, les conversations porteraient sur eux. Ils voudraient savoir comment j'avais construit mon entreprise, combien d'argent j'avais et pourquoi je l'avais gardé secret. Ils voudraient m'en voir mes jets, un week-end à Los Angeles, une partie de cette vie à laquelle ils ne se sont jamais intéressés, jusqu'à ce qu'elle fasse la une des journaux. Je pouvais déjà imaginer les questions. Peux-tu nous emmener à Paris le mois prochain? Connais-tu des célébrités? Peut-être peux-tu investir dans ma nouvelle idée d'entreprise? Mais j'en avais fini d'être une passagère dans ma propre histoire. Trop longtemps, j'avais laissé leurs opinions diriger le cours de ma vie. Maintenant, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Une entreprise que j'aimais, un partenaire qui me voyait, une famille choisie qui célébrait mes victoires et me soutenait après mes échecs. Les gens qui riaient de moi avant ne méritaient pas de billets. Maintenant, j'ai réalisé avec une clarté qui m'a coupé le souffle que je ne leur devais rien. Ni mon histoire, ni mon argent, ni même une réponse. Alors j'ai laissé le téléphone sonner. J'ai regardé les appels s'accumuler, les messages devenir plus longs et plus insistants. J'ai écouté les messages, entendu le regret et le désir dans leur voix, mais je n'ai pas décroché. J'ai passé ce week-end avec Michael à marcher dans les collines au-dessus de la ville, respirant l'air vif et pur. Nous avons parlé de l'avenir de nos prochains voyages, des nouvelles routes que nous voulions ouvrir pour Blue Sky Charters et de la possibilité de fonder notre propre famille un jour. Pour une fois, le passé n'avait pas d'importance. Les vieilles blessures, les déceptions familiales les années passées, a essayé de m'intégrer. Elles ressemblaient à l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais rappelé. Peut-être y aurait-il eu des excuses. Peut-être y aurait-il eu plus de rire, le genre qui fait plus mal que ne guérit. Ou peut-être que les choses seraient revenues exactement comme elles ont toujours été moi à l'extérieur, regardant par la fenêtre pendant qu'ils dînaient ensemble. Mais je savais mieux maintenant. J'avais trouvé quelque chose de mieux que leur approbation. J'avais trouvé la liberté. Dans les semaines qui ont suivi, l'histoire s'est calmée. Le monde est passé à la prochaine manche et mon téléphone est redevenu silencieux. C'était autre. De temps en temps, un cousin ou un vieil ami envoyait un message testant le terrain, mais je répondais seulement quand je le voulais à mes conditions. J'ai volé à travers le pays et par-dessus l'Atlantique, regardant les villes d'Amérique et d'Europe défiler sous mes ailes. Là-haut, dans le ciel, le monde semblait paisible et infini. Et j'ai compris que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de tradition. C'est une question de qui se tient à vos côtés lorsque le ciel s'assombrit,
qui vous aide à construire la vie dont vous rêvez même lorsque tout le monde dit que c'est impossible. Mon équipage est devenu ma famille. Les pilotes et les hôtesses de l'air qui se présentaient jour après jour, qui riaient avec moi dans le hangar et partagèrent des repas tranquilles entre les vols. Michael, qui m'aimait pour qui j'étais. Pas la propriétaire de jet, pas la fille prodigue, juste Olivia. Et peut-être d'une manière étrange même mon chien Max, qui ne s'est jamais intéressé à l'argent, aux gros titres ou aux drames familiaux, juste à se blottir à mes côtés à la fin de la journée. Si je suis honnête, je ne changerai rien à tout cela. Pas le rejet, pas la douleur, pas même les moments de solitude. Chaque tournant de l'histoire m'a amené ici dans cette vie que j'ai construite de mes propres mains. Et si le fait d'être juste une videuse de poubelles pour passagers m'a appris quelque chose, c'est que parfois, les gens qui vous jettent finissent par manquer les meilleures parties de votre histoire. En fin de compte, j'ai appris que je ne ramassais jamais de déchets. Je ramassais la liberté et construisais un avenir où la seule approbation dont j'avais besoin était la mienne. Et c'est, je suppose, ainsi que les rires de ma famille sont devenus ma plus grande leçon. Le ciel est vaste et ouvert, et je le parcours à mes conditions maintenant.